Mesdames et Messieurs, chers amis, je co-préside cette très importante séance. Mon co-présentateur est là. Ben, il ne sait pas. Bon. Et je sais qu'il faut que je sois bref, car je vais t'appeler tout de suite, Bertrand. Et chacun va parler de façon mesurée. Simplement, je voudrais vous signaler un événement qui va compter pour nous. Le Premier ministre de France, Madame Borne, vient de régler le problème de la toxicomanie. Cela vous aura peut-être échappé, mais dites-vous bien que ce qu'elle a découvert, Madame Borne, qui me faisait jusque-là une assez bonne impression, vient de faire passer les contraventions que, vous savez, les policiers étaient chargés de récupérer, chargés de prélever, et qui se montaient à 300 € pour simple usage. Comme c'est évidemment le cas pour chacun d'entre eux, des contrevenants, et comme c'était prévu, 300 €, les jeunes qui habitent en banlieue ou pas en banlieue, d'ailleurs, ne pouvaient pas les payer. Donc, Madame Borne a franchi ce seuil hardi en politique. Elle les a fait passer hier, très officiellement, à 700 €. Donc, le problème de la toxicomanie est réglé. Et ça précède un peu, mais nous en parlerons plus tard, le problème de la toxicomanie ou de la dictologie, etc., de tout ce que vous avez abordé ces jours-ci dans cette excellente conférence, dans ces rencontres de Biarritz. Évidemment, il y a un problème avec la politique, surtout en France. Un nombre de publications magnifiques ont été faites ici. Les choses avancent du point de vue des scientifiques, de la recherche, et du point de vue de la réalité pratique des uns et des autres. Chacun se débrouille comme il peut, mais politiquement, comme on dit, ça n'avance pas du tout. Et j'avais promis hier, et je le ferai tout à l'heure, de parler de la pratique politique face aux problèmes non dits, aux problèmes sous-entendus, même pas, aux problèmes inabordés de la toxicomanie. Alors là, je suis très content que Madame Borne ait fait ce somptueux cadeau à tout le monde. Entre la réalité et la politique, il y a un gros fossé dont nous parlerons. Merci. Mon coprésident, tu dois parler. Hablar, por favor, tiene la place. Romain. Hein? Ah oui, tu vas parler. Alors, Bertrand, moi, le coprésident, c'est le premier, mais toi, tu es le président. C'est marqué. Alors, je voulais vous parler des conventions internationales et de la manière dont sont classées les différentes substances. Les conventions internationales, d'une certaine manière, c'est la loi de l'humanité. Il y a 193 pays à l'ONU et presque tous ont signé les 3 grandes conventions de l'après-Deuxième Guerre mondiale, celle de 61 plutôt sur les plantes à drogue, donc on va y parler de cannabis, celle de 71 sur les substances psychotropes, et là on va parler des psychédéliques et de la kétamine, et puis il y a une dernière convention qui date de 88 sur les précurseurs et sur le trafic. Alors, je vais commencer par une citation qui est la suivante. « Le régime international de contrôle des drogues a été mis en place dans le souci de la santé publique et morale de l'humanité et avec pour objectif de répondre aux besoins médicaux et scientifiques en stupéfiants et substances psychotropes, tout en empêchant l'usage illicite des substances placées sous contrôle. » Alors, cette citation est une citation
de l'OICS, l'organe international de contrôle des stupéfiants. Ça y est, j'ai déjà pris de salive. Et donc, je vais vous expliquer en 2 mots ce que c'est que l'OICS, parce que l'idée, c'est d'essayer d'expliquer un peu comment ces histoires de classement, déclassement, reclassement se font. L'OICS, l'organe international de contrôle des stupéfiants, est un organe, comme on dit toujours, quasi-judiciaire, qui a été établie par la Convention unique de 61, celle dont je parlais tout à l'heure. Elle est unique parce qu'elle a subsumé toutes les conventions antérieures. C'est un organe qui compose 13 membres, élus par le Conseil économique et social de l'ONU, NECOSOC, pour une période de 5 ans renouvelable. Ils ne représentent pas leur pays ou leur gouvernement, ils sont là au titre de leur qualité, et ils veillent à la stricte application des conventions, et on peut dire, sans esprit trop polémique, peut-être avec un zeste de polémique, que ce sont tous des prohibitionnistes convaincus, et qu'à ma connaissance, on n'a jamais élu à l'OICS qui que ce soit qui soit lourdement en faveur soit de la réduction des risques, soit de la légalisation, je veux parler trop vite, d'une ou plusieurs drogues. Alors, comme vous l'avez vu, l'OICS évoque la santé publique, elle évoque aussi la santé morale. Alors, la santé morale, c'est quelque chose de plus compliqué à définir, je vais y revenir dans un instant, mais ce que je voudrais vous expliquer maintenant rapidement, c'est à partir de quel type de critères on va classer les différentes substances. Alors, dès le début, c'est-à-dire dès les premières conventions internationales, celles de La Haye en 1912, celles qui ont eu lieu à la SDN, à l'époque de Belle du Seigneur, pour ceux qui l'ont lu, à Genève en 1925 ou en 1931, il y avait 2 grands critères. C'était la plus ou moins grande dangerosité des substances, d'une part, et d'autre part, est-ce qu'il y avait ou pas des applications thérapeutiques. Alors, pour donner 2 exemples qui sont assez caricaturaux, mais qui disent bien ce qu'ils veulent dire, la morphine a été classée comme stupéfiant, mais elle n'a pas été interdite à cause de son utilisation dans la douleur. En revanche, ça n'a pas été le cas de la cocaïne. Qu'est-ce qui s'est passé avec la cocaïne? La cocaïne, elle est isolée vers 1860. On commence à l'utiliser en médecine pour ses extraordinaires propriétés d'anesthésie locale dans les années 1880-85. Et elle bouleverse l'ophtalmologie et l'ORL. C'est très compliqué d'opérer un œil qui bouge, et donc cette anesthésique locale était formidable. Mais assez rapidement, on a découvert des substances qui avaient les mêmes propriétés d'anesthésie locale que la cocaïne, la lidocaïne, la xylocaïne, il y en a eu beaucoup, mais qui n'avaient pas ces propriétés psychoactives. Et pour cette raison-là, la cocaïne, qui était aussi classée comme stupéfiant, a été interdite par les conventions. Alors maintenant, quelles sont les 2 instances, parce qu'il y a 2 instances principales qui jouent un rôle dans les histoires de classement. La première, c'est la commission des stupéfiants de l'ONU, ce que les Anglais appellent, je suis désolé, il y aura pas mal d'acronymes anglais, la Commission on Narcotic Drugs, la CND. Elle a été établie par le Conseil économique et social en 1946. Elle est composée de 53 États qui sont élus par l'ECOSOC, donc 53 États, ça fait à peu près un quart des États qui sont représentés à l'ONU. Et la CND se réunit chaque année en mars à Vienne. Et j'ai eu la chance, en 2019, juste avant le Covid, d'assister à la CND de cette année-là. L'autre grand acteur, c'est une des grandes agences de l'ONU, c'est l'OMS, parce que l'OMS a un comité d'experts sur la pharmacodépendance. Alors en anglais, ça s'appelle l'ECDD, l'Expert Committee on Drug Dependence. Cet ECDD fait des recommandations qui sont ensuite soumises au vote des membres de la CND. Quand il s'agit de la Convention de 61, c'est à la majorité simple. Quand il s'agit de la Convention de 71, c'est à la majorité des 2/3. Et vous allez voir que cette histoire va se compliquer avec cette majorité des 2/3 sur la Convention de 71. Alors j'avais des diapos.
qui montrait les 4 principaux tableaux et de la Convention de 61 et celle de 71, mais je vais essayer de vous résumer les choses plus simplement. Dans la Convention de 61, il y a 4 tableaux, mais il y a une ruse, c'est que les 2 tableaux qui sont les plus, j'allais dire, prohibitifs, c'est le tableau 1 et le tableau 4. Or, il s'avère que jusqu'à une date récente, le cannabis se trouvait en 1 et 4, c'est-à-dire drogue particulièrement dangereuse, sans aucune utilisation thérapeutique. Gardez ce point en mémoire pour dans quelques minutes. Et puis, il y a une deuxième... il y a les tableaux de la Convention 71. Là, ce n'est pas la même chose. On a 4 tableaux aussi, mais le premier, c'est les plus dangereuses, et puis de moins en moins dangereuses pour aller de 1 à 4. Alors maintenant, je vais essayer de vous raconter 3 histoires de tentatives de classement ou de reclassement, l'une qui relève du futur, mais la première porte sur une substance très intéressante qui est la kétamine. Vous savez que la kétamine, c'est un remarquable anesthésique. D'ailleurs, la kétamine a été considérée comme un médicament essentiel par l'ONU dès 1985. La kétamine est peu dépresseur respiratoire, ce qui veut dire qu'on peut l'utiliser dans des anesthésies générales sans avoir une assistance respiratoire complexe. Et donc, c'est une substance qui est très largement utilisée en chirurgie, en particulier dans les pays en développement. Il s'avère qu'à 3 reprises, en 2006, en 2012, en 2014, ce grand pays démocratique qu'est la Chine, avec le soutien de l'OICS, a demandé le classement de la kétamine dans le groupe 1, c'est-à-dire le plus contraignant, de la Convention de 71. Évidemment, la raison ou le prétexte de cette demande, c'était les utilisations récréatives de la kétamine. Mais il s'avère que l'OMS s'y est toujours opposée et que la kétamine n'a pas été classée. Il s'avère que récemment, on a découvert une propriété tout à fait intéressante de la kétamine, c'est que la kétamine est capable, en l'espace de 24 ou 36 heures, de modifier l'humeur, la thymie, comme disent les psychiatres, de personnes qui ont des idées suicidaires, qui ont des idées noires. Or, tous les antidépresseurs, même en perfusion, dont on dispose actuellement, mettent au minimum 15 jours, plutôt 3 semaines, à modifier l'humeur et à faire en sorte que les idées noires et les envies de suicide disparaissent. Donc là, on a une substance qui ensuite doit être reliée par des antidépresseurs classiques, mais qui présente un énorme intérêt dans cette indication. Si la kétamine avait été classée, comme le souhaitaient la Chine et l'OICS dans le groupe 1 de la Convention de 71, tout ça aurait été infiniment plus compliqué. Donc, finalement, l'OMS a bien eu raison de ne pas vouloir classer la kétamine. Alors, le deuxième exemple que je veux développer, qui pour certains est un exemple historique, c'est celui du reclassement. Alors, vous allez voir qu'il est très partiel, mais tout de même du reclassement du cannabis. Il s'avère que l'Expert Committee on Drug Dependence, le comité sur la pharmacodépendance de l'OMS, n'avait pas examiné la situation du cannabis depuis des décennies, peut-être une quarantaine d'années, mais finalement, en 2018, le directeur général de l'OMS a envoyé une lettre au secrétaire général de l'ONU en lui disant que l'OMS souhaitait que le cannabis soit sorti du groupe 4, ce serait plus facile s'il y avait les tableaux, mais du groupe 4 de la Convention de 61. En gros, que soient autorisées les utilisations du cannabis à des fins thérapeutiques. Parce qu'on se retrouvait quand même dans une situation qui était de plus en plus ubuesque, c'est-à-dire qu'un nombre grandissant de pays avaient des cadres légaux pour le cannabis à usage thérapeutique, les essais cliniques se multipliaient dans la douleur, en neurologie, en cancérologie, et on avait toujours une substance, le cannabis, qui, dans les conventions internationales,
qui est encore une fois la loi de l'humanité, étaient classées comme des drogues dangereuses, sans intérêt thérapeutique. Et donc, finalement, la CND a voté. Elle a voté en 2000, en décembre 2000, et c'est passé à une très faible majorité. Je vous l'ai dit, il y a 53 pays à la CND, 27 ont voté pour, 25 ont voté contre, un pays s'est abstenu, et donc, de manière ric-rac, la proposition de l'OMS a été votée, et on a donc sorti le cannabis de cette situation où c'était une drogue sans intérêt thérapeutique. On a en quelque sorte légalement validé au niveau international les utilisations du cannabis à des fins thérapeutiques, et certains pensent que c'est une date historique parce que ce type de reclassement est une véritable rareté. On classe beaucoup, reclasser ça arrive, déclasser c'est très rare. Alors le dernier exemple que je voudrais développer, il relève de l'avenir, comme je vous l'ai dit, et c'est de savoir quand aura lieu un reclassement des psychédéliques. Parce que peu ou prou, on est avec les psychédéliques dans la même situation qu'avec le cannabis. Alors, il y a eu une session formidable là, sur les psychédéliques qui vient d'avoir lieu. Il y a 4 substances qui sont particulièrement, je vais boire un peu d'eau, qui sont particulièrement utilisés dans les essais cliniques. Il y a 3 psychédéliques classiques, comme on dit, et un qui n'est pas un psychédélique classique, ou qui est, disons, la plus psychédélique des amphétamines, c'est la MDMA. Alors, les 3 psychédéliques classiques, c'est le LSD, la psilocybine, la DMT, la diméthyltryptamine. Et pourquoi est-ce que ce sont des psychédéliques classiques? Parce qu'ils interagissent de manière principale ou exclusive avec un certain type de récepteur hydroxytryptamine, HT, c'est-à-dire sérotonine, qui est le 5-HT2A. La MDMA, elle agit sur à peu près tous les récepteurs, en tout cas sur un grand nombre de récepteurs HT, et ce sont donc ces 4 substances qui font l'objet depuis une quinzaine d'années d'un très grand nombre d'essais cliniques, et pas dans n'importe quelle indication, dans des indications comme le PTSD, le Post-Traumatic Disorder Syndrome disorder, pour lequel, comme on l'a vu tout à l'heure, il est probable que s'il n'y avait pas eu l'épidémie de Covid, la FDA aurait déjà donné une autorisation à la MDMA dans les PTSD. Vous savez qu'il y en a beaucoup des PTSD aux États-Unis, ne fût-ce que chez les militaires qui sont rentrés d'Afghanistan, d'Irak, etc. Pas que, mais il y a en tout cas un gros problème de ce côté-là. Mais il y a aussi beaucoup de travaux sur les dépressions résistantes, ça c'est plutôt la psilocybine, sur les addictions. Le rôle du LSD dans les addictions à l'alcool a été découvert dans la première vague des essais psychédéliques, on la retrouve aujourd'hui. Et il y a enfin une indication qui, moi, me semble être extrêmement importante, c'est la gestion de la fin de vie et la gestion, par exemple, d'annonces de maladies potentiellement mortelles à des personnes qui ne peuvent plus vivre que dans l'angoisse de la mort. Et on a beaucoup d'essais qui montrent que lorsque ces personnes consomment dans un cadre thérapeutique des psychédéliques, ils sont capables de jouir de l'existence et des plaisirs que l'existence donne pratiquement jusqu'au bout de leur existence. Alors la question aujourd'hui, c'est de savoir quand est-ce que la commission de l'ONU, l'ECDD, l'Expert Committee on Drug Dependence, va s'emparer du dossier des psychédéliques comme elle s'était emparée du dossier du cannabis, de sorte que ces 4 substances dont j'ai parlé, qui sont toutes dans le groupe 1 de la Convention de 71, c'est-à-dire substances dangereuses sans intérêt thérapeutique, sortent de ce cadre-là et qu'en quelque sorte, la loi internationale valide les travaux qui sont faits actuellement avec les psychédéliques. Alors, vous me direz, mais finalement, il y a quand même plein d'essais cliniques qui ont lieu, et donc, où est le problème? Le problème, d'abord, c'est qu'il n'y a pas tant de pays que ça qui font des essais cliniques. Il y en a 4 principaux. C'est les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la Suisse en Europe, qui n'a jamais cessé d'en faire. Mais vous savez que la Suisse, c'est probablement
le pays d'Europe et peut-être du monde qui a la politique la plus éclairée, la plus enlightened. Oui, enfin, il faut que je me dépêche, d'accord. Mais c'est presque fini. Alors, ah bon, pardon. Alors, l'enjeu est important parce que dans une histoire comme celle-là, lorsqu'on a affaire à des substances qui sont classées, comme le cannabis l'était avant son déclassement, ou comme le sont les psychédéliques et la MDMA, les autorisations à obtenir des différentes institutions et tutelles sont très compliquées. L'accès légal à la substance elle-même est très compliqué et son prix est absolument exorbitant. Et puis enfin, il y a des essais cliniques. Et évidemment, ces essais cliniques coûtent cher si on veut avoir un minimum de puissance statistique. On a beaucoup reproché aux essais qui ont été faits dans la première vague des psychédéliques studies, on leur reprochait beaucoup d'avoir des effectifs de 10-15 personnes. Et évidemment, si on veut être convaincant, il faut avoir des cohortes beaucoup plus importantes. Alors, en conclusion, je reviens à cette citation de l'OICS par laquelle j'avais commencé. L'OICS a longtemps utilisé une arme qui sonne bien en anglais. C'est le name and shame. On nomme et on fait honte. La Suisse, par exemple, a eu droit au name and shame de l'OICS. Mais cette arme s'est beaucoup émoussée parce que la nécessité de réforme, et là il n'est même pas question de légalisation, il s'agit simplement de la possibilité de faire des études cliniques avec des substances qui ont un potentiel thérapeutique important. Il est clair qu'on a besoin de réforme, que la science n'est pas écoutée, comme dit la commission globale à laquelle Ruth Dreyfus participe, et que donc on peut se demander si la préoccupation première de l'OICS, ça n'est pas, comme elle l'a dit, la santé morale de l'humanité, mais dans un monde sans drogue, cela va sans dire. Voilà, c'est fini. Tu as fait mieux qu'avec des diapositives. Merci, sympa Bernard. Alors, mesdames et messieurs, nous allons, après avoir entendu ce brillant exposé, personne ne sait très bien quelles sont les classifications et j'aurai le bonheur de vous rappeler que ce qui a compté dans l'aventure de ces jeunes gens, de Jean-Pierre, de Bertrand, de Patrick, de votre serviteur, c'est de bouleverser cette classification par l'intermédiaire d'un homme remarquable qui s'appelle M. Roch, et son rapport a fait passer avant, dans la classe numéro 1, l'alcool. Or, vous ne parlez pas de l'alcool, on n'a pas parlé du tabac, mais le tabac et l'alcool ont fait florès et ont eu la réputation d'être à la fois, ça fait du bien par où que ça passe, et puis d'être surtout des produits nationaux. Et ces produits nationaux rapportaient beaucoup d'argent à l'État, si bien que la classification a été bouleversée par le rapport Roch, je vous en parlerai un peu tout à l'heure, et on s'est aperçu que parler de ce qui causait, occasionnait environ 50 000, on peut discuter si c'est un peu moins ou un peu plus, morts par an d'alcool et 75 000 de tabac, pouvait quand même compter comme des toxiques que l'on absorbait nationalement et avec fierté. Tout ça, il fallait qu'on comprenne, comme c'est difficile d'accéder à ces classifications, à ces appareils internationaux, et d'ailleurs, dans la vie quotidienne, personne n'en parle jamais, et politiquement, j'y reviendrai, ça causait beaucoup de problèmes. Madame, vous avez la parole, je vous cède la place, et tout va bien dans le timing. Madame Hranović, donc. Merci. Ivana va parler. Puis, Juan, et enfin, notre coprésident n'a pas voulu prendre ses fonctions. Enfin, qu'il est mérité. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter
en avant-première quelques résultats d'une enquête qu'on a menée avec des politistes de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne et du Québec. Ah, c'est trop fort. Je vous casse les oreilles. Donc, c'est des premiers résultats qui vont être publiés dans un tendance de l'OFDT en novembre et qui portaient sur ce que donne la légalisation du cannabis concrètement en Amérique du Nord, notamment du point de vue de la santé publique. Alors, un petit mot sur le périmètre de cette étude et la méthode. On a choisi 6 juridictions, 3 aux États-Unis, 3 au Canada, avec l'idée d'étudier et de comparer des modèles de régulation du cannabis qui soient assez différenciés. Donc aux États-Unis, on a choisi l'État de Washington, qui a été un des premiers, avec le Colorado, à légaliser le cannabis en 2012, avec une ouverture du marché 2 ans plus tard. L'Oregon, qui a fait partie de la 2e vague de légalisation aux États-Unis, et la Californie, qui a légalisé en 2016. Au Canada, comme vous le savez, puisqu'on en parlait en plénière hier, c'est une loi fédérale qui a légalisé le cannabis, mais avec des modèles de distribution et de vente qui sont différents dans les 13 provinces et territoires du Canada. Donc on a choisi la Colombie-Britannique, puisque le modèle de régulation, le modèle de vente est hybride, avec à la fois des boutiques publiques et des boutiques privées. Ensuite, l'Ontario, où tout est privé, et le Québec, où tout est public. C'est un monopole. Alors, le prisme d'analyse, c'était vraiment l'idée d'une comparaison. Je n'entrerai pas forcément dans les détails de la comparaison, puisque, comme je vous le disais, il y a une publication à la clé. Donc là, c'est vraiment les grandes tendances sur lesquelles on va revenir, qui se dégagent d'une enquête basée sur 4 types de sources. D'abord, évidemment, l'analyse approfondie de toutes les données officielles, des textes réglementaires jusqu'aux rapports qui sont commandés par les autorités de régulation de ces différentes juridictions, un état des lieux de la littérature, une vague d'entretiens. On a mené un peu plus de 70 entretiens avec notamment les autorités de régulation dans chacune des juridictions, les professionnels de santé publique, les administrations qui sont en charge de la régulation du cannabis à un titre ou à un autre, et puis aussi des chercheurs. On est également allé, alors ça c'est la partie observation directe, on a pu visiter quelques sites de production, des infrastructures de production parfois de grande échelle de cannabis, des usines de transformation aussi de produits infusés au THC ou au CBD, et puis évidemment des boutiques. Donc on a fait à peu près 10-15 boutiques par juridiction pour pouvoir vraiment comparer la physionomie de cette offre légale dans les différents États ou provinces. Alors, d'abord un petit mot sur les trajectoires de réforme, parce que ça explique aussi la manière dont la régulation a été mise en place. Dans les 3 États américains qu'on étudiait, ça a toujours été par la voie du référendum que la légalisation du cannabis a été approuvée, alors qu'au Canada, c'était un processus législatif qui ensuite a été décliné, en tout cas pour ce qui est de la distribution et de la vente dans les différentes provinces, sachant que certaines de ces provinces étaient plutôt hostiles à l'idée de la légalisation, mais ont été contraintes de la mettre en place. C'est le cas du Québec, par exemple, qui, du coup, a mis en place un régime assez restrictif. Alors, on en parlait hier aussi en plénière, mais un petit rappel quand même des objectifs communs de ces réformes de légalisation qui visaient d'abord à assécher le marché noir, couper l'herbe sous le pied des trafiquants, pour faire un mauvais jeu de mots que je fais à chaque fois. Ensuite, protéger les mineurs. Et du point de vue de la santé publique, c'est vraiment un des premiers objectifs intéressants à déconstruire, à décrypter en tout cas au vu de ce que donne la régulation. Et le troisième, c'était l'objectif de réduire les risques liés à la consommation et améliorer la santé publique, à la fois en contrôlant mieux les produits consommés et puis affecter une part des recettes fiscales aux dépenses de prévention et de soins. Alors qu'est-ce que ça donne ? D'abord, la première chose qui caractérise ces politiques de régulation du cannabis, c'est qu'elle donne lieu à un processus de fabrication d'une politique publique, en partie calquée sur la régulation du tabac et de l'alcool, mais pas totalement, puisqu'il y a des contraintes spécifiques au cannabis, j'en parlais hier dans la plénière,
qui font que c'est plus compliqué de réguler le cannabis que l'alcool ou le tabac. Par ailleurs, il y a tout un faisceau de contraintes qui pèsent sur cette régulation du cannabis. D'abord, le fait que ça reste interdit au niveau international. Bertrand le rappelait en détail tout à l'heure, y compris, même si plus récemment, depuis 2020, la valeur thérapeutique du cannabis a été reconnue. Ça n'a pas été le cas pendant plusieurs décennies, en particulier quand les premiers États ont mis en place leur système de régulation. Donc des conventions internationales qui sont contraignantes pour mettre en place un système qui, par exemple, permette aux banques de financer les entreprises du cannabis. Dans les premières années, les banques ont été très réticentes à soutenir les investisseurs du secteur du cannabis parce qu'elles craignaient d'être poursuivies pour blanchiment. Donc on voit que très concrètement, ces conventions internationales prohibitives ont des effets. Il y a ensuite l'interdit fédéral qui persiste aux États-Unis, ce qui fait que les 23 États sur 50 qui ont légalisé le cannabis ont maille à partir avec cet interdit fédéral qui leur interdit, par exemple, d'exporter la surproduction légale de cannabis vers d'autres États à l'intérieur du même pays. Et puis, le troisième type de contrainte, c'est vraiment au sein de chacun de ces États, la place qui a été laissée aux municipalités qui ont la possibilité d'un opt-out, c'est-à-dire de se dégager de toute forme de mise en place de points de vente sur leur territoire ou d'infrastructures de production. C'est-à-dire que les municipalités ont cette prérogative de pouvoir interdire l'implantation de commerces ou de lieux de production de cannabis sur leur ressort. Le deuxième point, c'est que la santé publique est vraiment un enjeu parmi d'autres dans tous ces systèmes. Alors là, il faut clairement distinguer les différents États des États-Unis et le Canada, puisque au Canada, la production et les normes sanitaires en général sont contrôlées au niveau fédéral par l'autorité de santé, l'équivalent du ministère de la Santé, Santé Canada. Aux États-Unis, pas du tout. D'abord, il n'y a pas de contrôle fédéral, comme je viens de le dire. Et puis surtout, dans les autorités de régulation au niveau des États, la santé publique a une très faible place, c'est-à-dire qu'elle est au mieux consultée, dans l'État de Washington par exemple, mais parfois totalement absente de toutes les décisions qui se prennent pour réguler le cannabis. Alors ce qui fait la différence dans la place qui est conférée à la santé publique, c'est vraiment le degré d'avancement vers un système privatisé, avec une commercialisation qui est parfois confiée à 100% aux opérateurs privés, c'est le cas aux États-Unis, ce n'est pas toujours le cas au Canada, et cette idée de modèle business-friendly, c'est vraiment ça le curseur qui permet de distinguer les différents types de régulation. Le troisième point important, c'est les répertoires d'action qui sont mis en œuvre pour réguler le cannabis. Alors, on a évidemment les outils classiques de structuration du marché et de professionnalisation du secteur du cannabis, puisque l'idée de la légalisation, c'était ça précisément, de faire en sorte que la vente interpersonnelle reste interdite et que les transactions illégales soient neutralisées au profit d'un marché légal qui puisse être complètement piloté par l'État, avec des opérateurs économiques agréés qui ont une licence professionnelle, qui peut être révoquée d'ailleurs la plupart du temps, donc qui font l'objet de contrôles, un système de traçabilité avec des logiciels, des systèmes de sécurité informatique dignes de la NASA dans certaines infrastructures de production, une vidéosurveillance aussi très développée, et puis je vous le montrerai tout à l'heure avec quelques photos, des contrôles de sécurité quand on circule dans une infrastructure de production. On a un badge pour entrer dans chaque salle de production ou de traitement du cannabis. Et évidemment, les employés de ces infrastructures sont contrôlés, ne doivent pas avoir d'antécédents judiciaires et sont soumis à toutes sortes de contrôles à l'entrée et à la sortie du travail. Le deuxième répertoire d'action, alors oui, dans les outils classiques, il y a aussi la fiscalité. J'en ai pas beaucoup parlé hier, mais c'est un point central, puisque comme pour l'alcool et le tabac, on parle au sujet du cannabis de fiscalité comportementale,
c'est-à-dire l'idée d'avoir des taxes sur les ventes qui permettent de limiter les quantités consommées. Et ces taxes, elles sont très variables d'un État à l'autre. Aux États-Unis, par exemple, ça va de 10% dans le Maine, par exemple, à 37% dans l'État de Washington, qui est vraiment le plus restrictif aux États-Unis. Donc vous voyez qu'on passe de 1 à 4 quasiment dans le niveau de taxation. Deuxième point sur les répertoires d'action, le profil de l'autorité de régulation. J'en parlais un petit peu hier, donc j'y reviens pas. Mais aux États-Unis, c'est souvent le département fiscal, puisque les attentes en termes de recettes fiscales étaient particulièrement importantes dans ce pays. Troisième point, les restrictions. Là aussi, je ne reviens pas. Vous pouvez retrouver le PowerPoint d'hier en replay, je pense. Il y a l'idée vraiment d'avoir un accès au marché très contrôlé pour les consommateurs, comme pour les opérateurs, avec des autorisations d'acheter et de consommer qui sont très confinées à certains espaces. Par exemple, aux États-Unis, longtemps, il n'y a pas eu de cannabis lounge, c'est-à-dire qu'on pouvait acheter dans les points de vente, mais on ne pouvait pas consommer sur place, par exemple. Maintenant, la Californie a mis en place des cannabis lounge, mais ce n'est pas le cas dans tous les États. Et au Canada, il y a un débat en cours là-dessus, mais pour l'instant, c'est confiné à des salons ou des événements particuliers liés au cannabis, mais ce n'est pas du tout généralisé. Donc la question des lieux de consommation, elle demeure entière, puisqu'on peut acheter légalement le produit, mais les endroits et les circonstances de consommation sont relativement circonscrits. Le dernier point sur les répertoires d'action, c'est les sanctions pénales, c'est-à-dire que comme la légalisation du cannabis était fatalement mal perçue au niveau international, en tout cas les premiers États qui ont sauté le pas, comme l'Uruguay, ont été pointés du doigt par l'OICS dont parlait Bertrand tout à l'heure. Donc voilà, clairement, il y avait une forme de réprobation internationale quant aux États qui légalisaient. Et donc la contrepartie, c'était de montrer patte blanche, en quelque sorte, en prévoyant des sanctions pénales exemplaires en cas de vente aux mineurs, par exemple, ou d'association de mineurs à un trafic. Par exemple, au Canada, les peines ont été alourdies pour ce type d'infraction, et c'est 14 ans d'emprisonnement maintenant du l'ordre de la traite d'êtres humains. Donc on voit que c'est vraiment l'idée d'interdire encore plus qu'avec la prohibition l'accès aux mineurs, mais faciliter un accès contrôlé du cannabis pour les majeurs. Alors là, c'est une diapo que j'ai déjà montrée hier, donc je n'y reviens pas. Donc voilà, une petite série de photos pour vous montrer à quoi ressemble l'offre légale de cannabis, comment elle s'inscrit dans le paysage urbain en Amérique du Nord, donc avec un premier exemple dans l'État de Washington, à Seattle. Alors déjà, le premier point, c'est que c'est des magasins qui sont ouverts la nuit, ce qui n'est pas le cas au Canada. En tout cas, pas aussi longtemps, enfin pas aussi tard dans la soirée. Donc vous voyez que c'est des devantures de magasins qui sont assez sobres, qui ne sont pas particulièrement incitatives, avec même une information sur l'âge autorisé sur la boutique de gauche. Uncle Ike's, donc là vous avez l'exemple du premier magasin de ce qui est devenu une chaîne qui s'est implantée dans un quartier en gentrification de Seattle, avec un balai incessant de voitures qui viennent s'achalander. Et ce qui est spécifique aux États-Unis, c'est vraiment les contrôles d'identité à l'entrée qui sont systématiques, quel que soit l'âge qu'on a, même quand il n'y a pas de doute sur le fait qu'on a plus de 21 ans, on doit quand même montrer une pièce d'identité. Là, on passe dans l'Oregon, à Portland, dans un quartier aussi en pleine gentrification. Donc vous voyez une boutique relativement insoupçonnable à gauche, si ce n'est la feuille de cannabis, et à droite, un exemple de ce qu'on voit fleurir comme type de jeu avec les interstices de la loi dans l'Oregon, puisque c'est une enseigne qui s'appelle Gnome Grown, qui joue sur la confusion avec la culture à domicile et donc le côté bio, circuit court de la production de cannabis, et qui est aussi un clin d'œil aux enfants, aux jeunes, aux mineurs, à travers une figure de gnome qu'on retrouve un peu partout autour de l'entrée de cette boutique. Et en Californie, troisième exemple, des boutiques qui ont pignon sur rue, dont on ne soupçonne pas toujours qu'elles sont liées au cannabis. Vous ne voyez pas la couleur verte, par exemple. Donc, si on n'avait pas l'enseigne Cannabis Company à gauche, on ne saurait pas forcément que c'en est.
À droite, dans le quartier gay de Castro, à San Francisco, vous voyez le code couleur du milieu LGBTQI, et cette boutique Apothécarium, dans laquelle vous pouvez entrer maintenant avec différents espaces à l'intérieur. À gauche, tout ce qui est friandises, confiseries, qui sont totalement interdites au Québec, par exemple, mais autorisées dans tous les États des États-Unis, donc avec beaucoup de couleurs, de formes, de produits infusés au cannabis à base de sucre, puisque bon, le sucre est une addiction aussi aux États-Unis. À droite, une série de produits cosmétiques avec un espace plus cosy, salon, où on trouve d'ailleurs des profils d'usagers qui sont assez différents de ceux qui sont dans la zone gummies. Donc voilà, différents espaces dans cette boutique avec un comptoir, des vendeurs qui conseillent, qui vérifient l'identité et qui gèrent le flux des clients. Là aussi un exemple, à gauche des boissons qui sont infusées au cannabis, à droite du chocolat, des pastilles à la menthe. Et vous voyez là encore que c'est plutôt les couleurs pastel qui prévalent plus que la couleur verte, avec finalement une présence quasi insoupçonnable du cannabis qui n'apparaît pas tellement, ni sous forme de feuilles, ni par sa couleur. Toujours aux États-Unis, donc c'est l'intérieur de la boutique Nectar que je vous montrais tout à l'heure dans l'Oregon. Donc les produits sont très classés, une offre diversifiée, classée par catégorie. Donc vous voyez ici les produits alimentaires à gauche, les cartouches de vapotage à droite, avec toujours beaucoup de choix, des couleurs, un marketing également. Ici, toutes les variétés d'herbes de cannabis, avec ce qu'on appelle un bud tender. Un bud tender, c'est-à-dire comme un caviste en fait, qui vous conseille suivant les arômes, les saveurs que vous recherchez dans le cannabis. Et puis à droite, les joints pré-roulés, qui sont un segment du marché qui a progressé particulièrement vite et qui s'adresse plutôt à des consommateurs, soit qui n'aiment pas rouler, soit qui n'ont pas l'habitude de rouler, donc avec évidemment l'idée d'élargir les clientèles. D'accord. 2 minutes. Donc je termine sur ce jeu avec les ambiguïtés de la loi. Je vous le disais, aux États-Unis, comme au Canada, la protection des mineurs était quand même au centre de la réforme, mais il y a à chaque fois une offre qui se développe et qui multiplie les clins d'œil aux mineurs. Donc vous voyez ici une petite maison qui ressemble aux maisons de dessin animé, des arcs-en-ciel, des promotions qui sont totalement interdites là aussi au Québec et dans la plupart des provinces du Canada. Bref, des appels du pied aux jeunes et aux mineurs. Vous voyez qu'Harry Potter, par exemple, est devenu Harry Pothead à droite. Pot, c'est le cannabis au Canada. Donc voilà, toute une série de références. Et puis juste pour vous dire, parce qu'on a tendance à croire qu'aux États-Unis, c'est un peu le Far West, il y a quand même des États plus précautionneux que d'autres, l'État de Washington notamment, où la vente de cannabis en bocaux, c'est-à-dire des fleurs de cannabis visibles, est totalement interdite. Donc c'est dans les boutiques, vous voyez plutôt des descriptifs précis de ce qu'il y a dans l'espèce de cannabis, enfin la variété de cannabis que vous allez acheter. Je passe très vite pour arriver au petit contraste avec le Canada, des boutiques où la devanture est voilée, c'est-à-dire que de l'extérieur, les mineurs ne doivent pas voir que c'est un magasin de cannabis, si ce n'est qu'évidemment, quand il y a cannabis dans le nom de la boutique, c'est un peu un secret de polichinelle. Et puis, les consommateurs ne peuvent pas toucher ni humer les produits. Donc, il y a toute une série de stratagèmes qui sont mis en place pour valoriser les produits sans qu'ils soient palpables, si je puis dire, par les consommateurs. Du côté des producteurs, ça donne ça, des infrastructures de production qui s'étendent à perte de vue, avec différents types de salles, d'éclairage, de ventilation et d'humidification. Ce qui est intéressant à voir, c'est le niveau des plantes. Vous voyez qu'on est vraiment dans un processus de standardisation des produits du marché légal, puisque les plants sont tous à la même hauteur quand on passe d'une salle à l'autre. Et puis la mécanisation est en marche aussi avec la légalisation, puisque vous avez ici la première machine à rouler des joints, la Juana Roll,
sachant que donc, tout ça est paramétré, monitoré, avec tous les moyens de l'informatique, si ce n'est qu'il y a 10% des joints qui sortent avec une forme de malfaçon, vous le voyez en haut, et donc ça nécessite une main-d'œuvre ouvrière, peu qualifiée, parfois clandestine, qui a des objectifs de production, c'est ce que vous voyez sur le tableau derrière. Donc voilà, le système capitaliste américain joue à plein aussi sur la manière dont se développe le marché du cannabis. Un dernier point sur la publicité, qui est totalement interdite en Uruguay, mais dès lors qu'elle est autorisée, on voit différents jeux avec la règle et la loi, avec des choses intéressantes à observer aux États-Unis. Enfin, d'habitude, la publicité met plutôt l'accent sur l'innovation, la nouveauté des produits qui sont proposés. Là, c'est tout le contraire, c'est plutôt l'idée de normalisation qui est valorisée. Donc, vous voyez que Stoner, Camé est barré sur ces affiches publicitaires de la marque Mad Men, qui joue à la fois sur le clin d'œil à la série Mad Men, mais aussi sur le côté médical. Et donc, Camé a été barré pour être remplacé par une profession ordinaire, entrepreneur, agent de police ou designer. Bon, quand même, un dernier point, parce que c'est un peu récréatif. Sur les codes et les célébrités qui sont employés dans la promotion des produits du cannabis, donc une gamme qui fait référence à Bob Marley, la marque de Snoop Dogg qui vient de sortir là, des snacks infusés au cannabis, et à droite Mike Tyson qui a investi dans le cannabis et qui a sorti des confiseries en forme d'oreille, en clin d'œil à ses exploits sur le ring de morsure de son adversaire. Dernier mot de conclusion. Hop. Oui, voilà, juste là. Sur le fait que c'est des politiques publiques nouvelles qui visent la transition du marché noir vers le marché légal, avec, dans la troisième vague de légalisation aux États-Unis, un nouveau type de registre de plaidoyer qui tient à la réparation des injustices liées à la guerre à la drogue, qui avait été lancé par Nixon dans les années 70, l'idée d'avoir des programmes de discrimination positive qui fassent entrer justement les minorités socio-ethniques qui avaient été particulièrement touchées par la guerre aux drogues, par les interpellations et les incarcérations, les aider à investir ce marché et donc limiter le coût d'entrée en leur donnant des aides, notamment pour se convertir au marché légal. Et puis le dernier point sur cette diapo, les nouveaux enjeux pour les politiques publiques en termes de protection des populations. Ce qu'on voit quand même à ce stade, c'est que le levier fiscal est essentiel pour orienter le type de régulation qui va être mise en place et les effets qu'on observe aussi. C'est-à-dire que dans les États où on a des niveaux de taxation élevés sur le cannabis, on voit que les niveaux de consommation progressent beaucoup moins. Donc ça, c'est quand même un résultat intéressant et vraiment concluant de cette étude. Et l'autre point, c'est les effets environnementaux qui sont encore sous-estimés, mais qui maintenant prennent de la place dans le débat public aux États-Unis comme au Canada, avec l'idée que la culture du cannabis à l'échelle industrielle peut devenir un problème en termes d'effets environnementaux. Donc c'est une thématique dont on va pas mal entendre parler dans les années qui viennent. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci. Après cet exposé de Mme Obradović, nous allons passer des États-Unis à l'Espagne. Juan, vas-y. Merci beaucoup. Mais évidemment, vous pourrez parler. Nous tenons la distance. Merci beaucoup pour... C'était un plaisir ici, c'était ici. Merci beaucoup autrefois Jean-Pierre Keitz et son équipe. C'est un plaisir d'être ici chaque année, non, mais deux années. Et je vais faire la présentation en espagnol. La reducción de daños en Cataluña, una política de constante evolución. Seguramente en la tarde Pato Jara hablará de la historia de la reducción de daños, pero simplemente he querido poner esta
diapositiva en la que podéis ver que hemos transitado desde los años 60 de un modelo muy basado en el paradigma moral, lo que está bien, lo que está mal, a un modelo fijado por, a un modelo basado en un paradigma abstinencial, es decir, o encajas o no encajas, o estás abstinente o no te tratamos, a un paradigma basado en la salud pública, que es el paradigma en el que estamos instalados ahora desde los años 90 y que centra la atención en el paciente. No se juzga por sus actos, se entiende que lo motivas para el tratamiento, las recaídas forman parte del tratamiento y de lo que se trata es de incorporarlo al sistema independientemente de su estado de conciencia y de capacidad. Esta es la idea. Esta es la red asistencial de adicciones en Cataluña. No la explicaré, evidentemente. Hoy voy a hablarles solo de una parte de esta red, que es la parte de reducción de daños. Cada año, alrededor de 15.000 personas, 14.000 personas inician tratamiento en la red. Fíjense que en el año 92, esta imagen explica la historia, en este caso en Cataluña, pero sería similar en España. En el año 92, el 50% de los inicios de tratamiento en la red eran por problemas relacionados con la heroína. El 50% en el 92. Hoy ocupan el lugar que le corresponde después del alcohol, la cocaína y el cannabis. Y, como decía, voy a hablarles de este modelo de reducción de daños que hemos desarrollado durante muchos años, con algunos elementos que me parecen importantes remarcar. Por un lado, conocer exactamente las zonas de tráfico y consumo de drogas para intervenir con equipos de calle, con equipos rápidos, con equipos de información, orientación, educadores, en esta misma zona de consumo. En segundo lugar, los centros de reducción de daños, lo que llamamos centros de café y calor, espacios supervisados de confort, programas de prevención de sobredosis, cribado de enfermedades infecciosas, acceso al tratamiento del virus C, educación para la salud, un lugar amigable, un lugar de escucha activa. ¿No? Tenemos 19 centros de estas características con 5.000 personas que vemos cada año. El tercero se estaría ocupado por lo que llamamos programas de outreach, ¿no? De proximidad, de exteriores, de los servicios sociales y sanitarios para las personas que consumen drogas. Tenemos 8 unidades móviles. Recuerden, Cataluña tiene 8 millones de habitantes. Es decir, hagan el cálculo más o menos de lo que esto representa. Y 11 equipos especializados de calle. Hay un programa muy importante que venimos desarrollando desde el principio de los tiempos, que es el programa de intercambio de jeringuillas que empezamos ya en el año 92. En estos momentos tenemos 685 puntos de distribución de jeringuillas y repartimos alrededor de 700.000 jeringuillas anuales. Y la idea es distribución flexible, no condicionada a retorno. Lo importante es que cada persona que necesite una aguja la tenga, cada vez que la necesite. Formación a todos los intervenientes y la idea es una inyección equivale a jeringuilla, filtro, cazolita, más agua, más 2 toallitas. Aquí ven la evolución. Llegamos a suministrar en los peores momentos 1 millón de jeringuillas, de kits de jeringuillas gratuitos, ¿eh? Esto siempre es gratuito, al año. Hoy estamos alrededor de 700.000. Y hemos incorporado algo muy importante para nosotros, aparte de los centros de café y calor, los centros de reducción de daños, las salas de venopunción supervisada, aparte, las unidades móviles, los educadores de calle. Aparte de eso, hemos incorporado la atención primaria sanitaria. Imagínense, los médicos y médicas de atención primaria, de primera línea, también hacen distribución, lo ven aquí, de este programa de jeringuillas. Y otro punto importante es el programa de prevención de sobredosis. Es único en España, no existe otro. Lo que hacemos es, básicamente, dar este kit que ven ustedes aquí, que está compuesto
por un kit que lleva de todo: guantes, smart, sistemas de control, mascarilla y básicamente naloxona. Hemos formado a 14.551 personas entre profesionales y usuarios y facilitamos a cada usuario naloxonas y jeringuillas para inyectarse en caso de tener una sobredosis. Con eso hemos calculado que hemos conseguido revertir más de 600 sobredosis que hubieran terminado con éxitos en los últimos 3 años. Creo que es un programa muy importante que permite llegar a personas con situación muy vulnerable, evidentemente con una formación previa. Y otro elemento importante es el acceso, como decía antes, a los tratamientos, en este caso antivirales de acción directa, como es el del virus C. Hemos hecho un plan estratégico para usuarios de drogas con la idea de diagnosticar y tratar en el mismo lugar, en el mismo centro asistencial. Es decir, la persona afectada, el usuario de drogas, no va al hospital, se hace todo el diagnóstico, el screening, diagnóstico y tratamiento in situ, en el mismo centro. Y eso ha permitido llegar a una gran multitud de personas. Pensad que el reservorio más importante de hepatitis C en Europa es en estos momentos el colectivo de usuarios de drogas y, por tanto, hacia ello hemos dedicado una especial atención. Y hemos evitado la visita al hospitalario. Hemos desplazado el tratamiento, incluso la medicación, al propio centro asistencial. Esta es otra apuesta muy importante que hemos hecho en los últimos años. 15 salas de consumo supervisado. 15 salas tenemos en Cataluña. 13 situadas en centros de reducción de daños, 2 en unidades móviles. Y alrededor de 2.500 personas cada año se benefician de poder utilizar de forma higiénica, con todo lo que les suministramos, la droga, que eso sí, han comprado en algún lugar, pero al menos supervisamos su consumo. Alrededor de 120.000 consumos, la mayoría inyectados, un 76%, un 24% son inhalados. Y este año hemos introducido un programa muy especial que es el testing. Es decir, cuando una persona llega a una sala de venopunción, le ofrecemos todo el kit para pincharse. Le ofrecemos un espacio higiénico. Le ofrecemos un espacio posterior para que esté relajado y evite un problema de sobredosis si lo hubiera o lo pudiéramos detectar. Pero es que ahora además hemos incorporado un testing, que es en las propias salas analizamos de forma rápida qué componentes tiene la sustancia que están consumiendo. Y así sabemos si está incorporado el fentanilo o no, o qué concentración tiene la sustancia, etcétera, etcétera. Y eso nos da un valor muy interesante, tanto desde un punto de vista clínico como desde un punto de vista epidemiológico. Otro elemento para nosotros fundamental de la reducción de daños es que ninguna persona quede sin recursos asistenciales. Entonces hemos proporcionado este carnet, que es el carnet que pueda tener igual yo para ir al sistema de salud en Cataluña. Esta cartilla sanitaria, esta tarjeta sanitaria, permite que una persona con una situación administrativa completamente ilegal, no regulado, es decir, en una palabra, que esté durmiendo bajo el puente, pueda tener acceso a cualquier centro asistencial de salud en Cataluña, cualquiera, en cualquier momento, en cualquier lugar, no solo de urgencias, sino de tratamiento largo. Y eso es muy importante, eso es una perspectiva de salud pública fundamental. Más de 5.000 personas se han beneficiado de esta tarjeta sanitaria individual que facilitamos a través de las entidades comunitarias. Y, como no, el apoyo a los propios usuarios es otro elemento fundamental. A la organización de los propios usuarios, porque sabemos que la mejor manera de centrar la atención en el propio paciente es que estas organizaciones formen parte del plan estratégico de drogas, en este caso en Cataluña. Y aquí tenéis algunas de las organizaciones
con el que reciben apoyo económico, financiero, institucional y que con ellas celebramos distintos actos conmemorativos. Un bloque importante es también la atención residencial. Hemos puesto en marcha hace 2 años, coincidiendo con la COVID, de este hotel que ven ustedes aquí, un hotel social que permite un espacio comunitario que se benefician 400 personas al año, de personas homeless que estaban en la calle, durmiendo en la calle, y que pueden tener acceso a una cama, a una especie de hotel. En realidad es un hotel reconvertido en un espacio comunitario de atención sociosanitaria. Y este espacio funciona en régimen de 24 horas e incluye sala de venopunción y, atención, sala de consumo supervisado de alcohol. Muchas de estas personas son alcohólicas y lo que les enseñamos es a que delante de un monitor, de un profesional, puedan beber mejor de lo que bebían cuando estaban en la calle. Y eso es un cambio radical muy importante. 400 personas en este hotel en Barcelona. Otro elemento que nos preocupa es el envejecimiento de las personas, el envejecimiento prematuro o bien el envejecimiento con mucho tratamiento de las personas que consumen drogas. Y en eso también estamos trabajando en estudios de deterioro cognitivo para valorar qué podemos ofrecer, qué elementos diagnósticos al entrar en un centro y cómo podemos acompañar a estas personas. Tengan en cuenta que el 60% de las personas que inician tratamiento en la red ya tienen más de 50 años, con lo cual nos vamos a encontrar en pocos años en más de 8.000 personas que están en tratamiento de metadona, con más de 65 años en residencias y no sabrán cómo tratarlo. Por eso nos hemos adelantado con este programa y este proyecto. Chemsex, lo hemos visto aquí en algún momento también, ¿no? Nos afecta extraordinariamente el uso sexualizado, el uso de drogas en las relaciones sexuales, sobre todo en grandes ciudades, y Barcelona es una de ellas, donde hemos visto que se ha incrementado extraordinariamente el consumo de metanfetaminas, aparte de los habituales, de la cocaína, del alcohol, pero de metanfetaminas en las relaciones sexuales, especialmente en clubs, lugares, centros y espacios de sexo de hombres con otros hombres. Y para ahí también hemos diseñado una estrategia muy importante de una estructura asistencial, preventiva y de reducción de daños para atender correctamente esta situación. Piensen que un 20% incluso hacen slamming con el consumo de estas metanfetaminas. Y finalmente, quería dentro de este ámbito decir que queremos hacer una apuesta, estamos haciendo una apuesta desde hace tiempo en ver cómo podemos ampliar los agonistas opioides en el tratamiento. Fíjense, este es el número de personas que tratamos cada año con sustitutivos opiáceos, ¿no? Con agonistas opiáceos, alrededor de 7.000 personas. De estas 7.000 personas, un 90% están con metadona y un 10% están con buprenorfina. Pero es curioso. Fíjense ustedes, desde el año 91, ¿saben cuántos fármacos disponemos para el tratamiento o mantenimiento o estabilización de los usuarios de drogas? Ahí los tienen. Desde que apareció en el 91 la autorización, en nuestro caso en España, de los programas con metadona, del 91 a hoy tenemos metadona, luego tuvimos buprenorfina, dejo el LAM porque fracasó, luego buprenorfina con naloxona, y luego, actualmente, buprenorfina de acción prolongada. Y aquí se acaba, no hay más. Entonces, nosotros planteamos algunas reflexiones alrededor de este tema. Y, por tanto, personas que no pueden abandonar el consumo. Sí, 5 minutos. He hablado la mitad de los otros ponentes, mi querido presidente, menos de la mitad. Pese a esto, muchas personas no pueden abandonar el consumo. Tenemos salas de consumo donde lo ofrecemos todo, pero no ofrecemos lo que más le interesa a la propia persona, al usuario, que es propiamente la heroína, la diacetilacetilmorfina, y por qué no dar un paso más y plantearnos este ámbito. Y en este sentido vemos que las personas que se tratan con heroína, que se tratan en nuestros centros, son más inestables, tienen mayor riesgo, más vulnerables
y una situación social mucho peor que la mayoría de los usuarios de drogas. Por ejemplo, ven aquí que el 68% de las personas en tratamiento y un 48% de las que están actualmente en tratamiento han ido a las salas de venopunción. Por tanto, algo falla en el tratamiento, sin duda, ¿no? Y por tanto, ¿por qué no plantearse el tratamiento con diacetil-acetilmorfina? Hay un posicionamiento favorable de los tratamientos con heroína por parte de la posición del sistema de Naciones Unidas en el último año. Hay estudios como este que publicamos en Cataluña de un ensayo clínico doble ciego entre heroína oral, morfina oral y metadona oral, y salió con excelentes resultados. Hay evidencia de que en los países que se está realizando funcionan correctamente, pero solo un 3% de las personas que están con atención a opiáceos, con mantenimiento de opiáceos, solo un 3% se benefician de algún tratamiento sustitutivo en heroína. Ahí están los países, Suiza, Países Bajos, Dinamarca, Alemania, Reino Unido, Luxemburgo y algunos ensayos clínicos como Bélgica y Noruega. Por tanto, en Cataluña nos planteamos, ¿por qué no insistir en esta línea de trabajo? Y hemos hecho un pequeño estudio con estas tres condiciones. Personas que están con tratamientos sustitutivos con dosis superiores a 60 miligramos día, que es como mínimo en los últimos 3 meses, que es la dosis mínima terapéutica. Ver si no cumple con los objetivos terapéuticos, porque lo perdemos, no hay baja adherencia, consume metadona bien inyectada o consume sistemáticamente otras sustancias. Y un tercer bloque de elementos individuales de situaciones de vulnerabilidad. Con eso nos llevamos a aproximadamente un 10% de las personas que están con sustitutivos. En nuestro caso sería aproximadamente 700 personas serían susceptibles de utilizar la heroína con un efecto mucho mejor del que utilizan con la metadona o sus sustitutivos. Tenía una opción con el cannabis también, pero lo voy a dejar porque Milton, que supongo lo hablará ahora a continuación, estamos trabajando en reducción de daños del cannabis de forma muy importante en los últimos años. Hemos hecho una ley que luego la estructura nacional del Estado presentó un recurso y, por tanto, quedó derogada, pero ahora estamos en una nueva resolución en el Parlamento de Cataluña en línea de atender la visibilidad, ¿no? Y esta es un poco la idea, ¿no? La perspectiva de salud pública y los derechos humanos. Por tanto, ahí termino mi acepción. Creemos que es muy importante apostar por este doble juego, la perspectiva de salud pública y la atención a los derechos humanos como un binomio fundamental para conseguir atender a un subgrupo poblacional que sin estas políticas serían incapaces de poder atender. Muchas gracias. Le co-président se présente. Non, mais c'était formidable. Histoire des États-Unis, Catalogne, y también... Es un honor, pero en realidad te dejé todo el trabajo de presidencia a ti. Bueno, buenos días a todos y a todas. Es un honor para mí compartir este panel, celebrar... No, ninguna presentación. Van a tener que escucharme. Pero está todo escrito, acá queda. El agradecimiento a Jean-Pierre Arcaiz y a todo el equipo, a los traductores y traductoras que facilitan esta comunicación. Y yo voy a hablar de política también. Y no de la France, pero sí del enfoque político y del debate político que sigue siendo necesario para romper ese dogmatismo moralista que bien lo explicaba Bertrand, intercede. Ayer escuchaba a mi amiga Ruth Dreyfus y tuve ganas de decirle, por fin no vamos más a Viena, porque durante 10 años fuimos a Viena y es un lugar muy importante. Bueno, yo quiero comenzar mi exposición citando a un pensador
que hoy en día tiene 102 años. Y en un artículo muy célebre publicado en el diario El País 2010, Edgar Morin llamaba Elogio de la Metamorfosis. Y decía, el objetivo ahora es salvar la humanidad. Para ello urge cambiar nuestros modos de pensar y vivir. La idea de metamorfosis, más rica que la de revolución, aporta la esperanza en un mundo mejor. Es un planteo esperanzador de Edgar Morin, lo sigo. La reflexión mía parte de que las matemáticas enseñan que para resolver un problema, primero hay que saber plantearlo correctamente. Quizás sea el momento ahora admitir que hay otra manera de controlar y fiscalizar las sustancias y que ese control no puede atentar nunca derechos fundamentales de los hombres y mujeres. No puede soslayar el servicio que deben prestar a la salud pública y sus determinantes, o lo que es más importante, no pueden obstruir y conspirar contra el desarrollo humano justo y sustentable. Yo me dirijo a ustedes con todo respeto y el hondo reconocimiento de vuestro aporte clínico y investigación científica en el arduo campo de la dependencia y las adicciones. Debo reconocer que muchos y muchas de ustedes fueron precursores de varios modelos y avances positivos, como lo ha sintetizado muy bien Roland Colomb, y que rompen un poco el modelo prohibicionista. Yo vengo a hablarles de política, no solo de políticas de salud, ni siquiera en el sentido restringido de políticas de drogas. Tengo una formación profesional en el campo de la psicopatología, fui docente de psicopatología y psicología comunitaria, pero por sobre todo he sido y soy un militante político. Fui designado secretario nacional de drogas en el primer gobierno de izquierda de Uruguay, encabezado por el médico oncólogo Tabaré Vázquez. Continué en el cargo con mi viejo compañero de armas, Pepe Mujica, con quien junto a un brillante equipo y organizaciones sociales canábicas ideamos la regulación de la marihuana. Fui embajador especial en drogas y derechos humanos, concurrí durante 10 años a la Comisión de Estupefacientes y me desempeñé como representante permanente de Uruguay ante OEA. Tuve el honor de expresar junto a Julio Calzada y en nombre de mi país la decisión soberana de legalizar en forma regulada el cannabis y enfrentar todas las cosas que nos decían en determinado momento. Debuté como embajador en 2008 junto a Jorge Vázquez, el hermano del presidente, cuando Uruguay se incorporó como miembro pleno de la Comisión de Estupefacientes. Hemos sido reelegidos 6 veces. Impulsando una declaración, la 51/12, que en ocasión de cumplirse en ese año los 60 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, propuso la debida armonización de los instrumentos de derechos humanos con la fiscalización internacional de sustancias. Fue una durísima batalla política y diplomática que estuvo a punto de fracasar hasta que anunciamos que por primera vez pediríamos la votación nominal, romper el consenso de Viena y pedir votación. Podría afirmar con orgullo que pude finalizar ese ciclo como jefe de la delegación de Uruguay a UNGAS 2016, la Asamblea General Extraordinaria de las Naciones Unidas, donde un bloque latinoamericano que ya había coordinado en el sistema interamericano de la OEA pudo lograr pequeños avances en un nuevo consenso mundial sobre este tema. Parafraseando a Edgar Morin, se trató de encontrar en esos momentos no una solución definitiva al problema de las drogas, promoviendo un distópico mundo libre de drogas, sino con una serie de ideas que pueden constituir el inicio de una metamorfosis que tenga como eje el desarrollo humano justo y sustentable, el respeto irrestricto de los derechos humanos de hombres y mujeres y la preservación de la salud pública. Quizás el problema de drogas no está bien planteado. Siempre bajo la alarma,
y a merced de campañas electorales abusivas, es así verdaderamente adictivas. Quizás prohibicionismo-legalización sea un falso dilema y no esté en ello la clave del problema, porque hay prohibiciones que son necesarias. En el tema del mercado de tabaco ha sido paradigmático. No se ha prohibido la sustancia, ni mucho menos se ha criminalizado, ni la producción ni el uso. Solo se han prohibido lugares, publicidades y promociones, es decir, se reguló el mercado, acompañado de fuertes gravámenes y prevención antitabáquica. Yo les invito al auditorio a que vean los documentales de HBO, El crimen del siglo, o en Netflix, Medicina letal, o en... No me pagaron por esta publicidad. O en Star, una serie que se llama Dopesic. Allí podremos apreciar que la oxicodona, promovida por laboratorios como Pardio Farmún, ya no existe, se fundió, y otros laboratorios, con una práctica corrupta de la FDA y del Departamento de Salud y de Justicia, dieron rienda suelta a la promoción de los vendedores que aseguraban que el Oxycontin no era adictivo. La pueden ver extraordinariamente en estas series y en estos films documentales que les dice. Es decir, que los pirales del mundo de las drogas, tanto ilícitas como de tránsito lícito, no son solo la guerra contra las drogas que han incorporado más violencia al crimen organizado. En términos de economía de mercado, es absurda la existencia de un mercado ilícito, negro, en base a la prohibición total. Lo afirma ya desde mucho antes, no los izquierdistas, sino la Escuela de Chicago con Milton Friedman y Gary Becker. Pero es contundente la verdad de los hechos del funcionamiento del mercado ilícito. En América Latina, eso ha supuesto, la guerra contra las drogas, 1 millón de muertos, como lo acaba de denunciar el presidente Gustavo Petro de Colombia, principalmente jóvenes, y el encarcelamiento masivo con prisiones que son una escuela de formación de criminales que ya desde allí juegan un rol y que cuando salen en libertad siguen siendo soldados al servicio del tráfico de drogas, de armas, del tráfico de personas. Porque el crimen organizado gira en varios rubros, no solamente en drogas. El avance del crimen organizado dentro del sistema político y empresarial de nuestra región es la verdadera sustancia tóxica que envenena la democracia y la sociedad. Y tengo que decirles que Uruguay será un ejemplo en regular el mercado de la marihuana, pero desgraciadamente también ha sido un ejemplo de centro de lavado de dinero y de acopio y tránsito de cocaína hacia el norte. Eso también existe en Uruguay y en la región. La conclusión es obvia, pero no menos perniciosa. La columna vertebral del crimen organizado sigue en pie, financiando y lucrando con todo tipo de forma. Lo que hay que regular es el mercado. No solo el mercado negro ilícito de drogas, que resulta absurdo que siga siendo regulado por el crimen organizado y las agencias represivas, porque hoy lo regula el crimen organizado y las agencias represivas en un apoyo funcional, sino el mercado. No me opongo, sería ridículo, al funcionamiento de la economía de mercado. Solo postulo, y así lo han entendido los líderes más lúcidos y los economistas y políticos más brillantes, incluso liberales, que las regulaciones están al servicio de una economía sana que pueda proyectarse y gestione los riesgos de crisis como las que ocurrió en 2008, por ejemplo. Es decir, que el más puro capitalista sabe que hay un momento que hay que regular. Ya no hablo de regular el mercado ilícito, vuelvo a repetirlo, lo cual es un absurdo. Un mercado sin regulaciones se parece
aquella balada de Goethe, musicalizada por Paul Dukas y comercializada imponentemente por Walt Disney en aquella película Fantasía. El aprendiz libera las fuerzas mágicas sobre la escoba que hará su trabajo. Está encantado con la mano invisible, pero no conoce el hechizo para frenarla. Recurre a varios hachazos y de cada astilla surgen nuevas escobas que siguen llenando de agua e inundando la cueva de su maestro. El sistema internacional de sustancias se remonta a la primera reunión de la Comisión de Opio en 1909, promovida por el embajador estadounidense en Filipinas, el obispo episcopal Charles Brent, y con la colaboración de China, que había sido humillada y saqueada por las potencias europeas de la época, que le inundaron de opio y le hicieron 2 guerras en nombre de la libertad de puertos y de comercio, por la cual Gran Bretaña se apropió de Hong Kong. Charles Brent era un obispo de la Iglesia Episcopal que luego promovería en su país, desde una concepción moral, la ley seca del alcohol. Los resultados del dogmatismo y el moralismo hecho política fueron contundentes. Con la ley seca, lo único que se creó fue una mafia del mercado ilícito de alcohol, violencia y corrupción que llenó, en todo caso, la filmografía de Hollywood. Llama la atención que la Convención Única de 1961, a solo 3 años de votada la Declaración Universal, no hiciera ninguna mención a los derechos humanos a proteger. Es más, si recorremos los textos de las 3 convenciones, solo encontraremos una mención de la palabra derechos humanos en el artículo 14 de la Convención de 1988. El preámbulo del 61, y que rige a las otras convenciones, dice a texto expreso que el objetivo de las mismas es la salud y el bienestar de la humanidad, y que tienen como fin garantizar el uso médico y científico de las sustancias controladas. Por último, hablan de la necesidad de luchar contra las toxicomanías. He de señalar una nota novedosa, Bertrand. En la versión española se habla de la salud física y moral, pero si tú lees la versión en inglés, habla del bienestar de la humanidad. A los españoles se les escapó un sesgo moralista. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, organismo cuasi y jurisdiccional, señala año tras año que el 85% de la humanidad no tiene una accesibilidad adecuada a los opiáceos para calmar el dolor. Esto es fruto de una concepción dogmática que impide el uso médico y científico de las sustancias controladas. Es decir, hay muchos estados que están en incumplimiento severo de las convenciones porque no garantizan el acceso a los opiáceos. No es solamente Uruguay o Canadá que se ha tomado esas libertades. Hay un incumplimiento de las convenciones en lo que mandatan expresamente, que es garantizar el uso médico y científico de las sustancias controladas. Entre los avances positivos de UNGAS 2016 está que logramos hacer participar a varias agencias de Naciones Unidas. Entre ellas el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que presentó un excelente documento, que lo recomiendo, que se llama Políticas de Control de Droga y Desarrollo Humano. Ellos sitúan el eje del desarrollo humano, además de derechos humanos y salud pública. Hay un párrafo que fue muy discutido, muy polémico, que en el documento final de UNGAS les aclaro que las Naciones Unidas ha tenido 30 sesiones especiales
de la Asamblea General. 3 de ellas, 90, 98 y 2016, dedicada al problema mundial de las drogas. En el 2016 logramos un pequeño avance, muy pequeño, pero avance al fin. Dice el párrafo: reconocemos que existen retos persistentes, nuevos y cambiantes que deberían afrontarse de conformidad con lo dispuesto en los 3 tratados de fiscalización internacional de drogas, los cuales ofrecen a los Estados parte suficiente flexibilidad para formular y aplicar políticas nacionales en materia de drogas con arreglo a sus prioridades y necesidades de conformidad al principio de la responsabilidad común y compartida. En esa oportunidad, esto es un pequeño apertura muy discutido. Algunos dicen, bueno, pero este avance, bueno, pero yo digo, acá, en el último consenso, se admite que hay suficiente flexibilidad para darle prioridad a las cuestiones nacionales. Yo expresé en esos momentos como jefe de delegación, cuando hice la fundamentación de voto, cuatro temas. El documento final no fue la expresión de todas las voces, dije. Lamentamos que la Asamblea no se haya expedido nuevamente sobre la moratoria de la pena de muerte para ofensas en drogas. Año tras año en Viena la Unión Europea presenta la moratoria que es apoyada por Uruguay y otros, y fracasamos con todo éxito. Y hay pena de muerte incluso para consumo en muchos lugares del mundo. Lamentamos también no se haya pronunciado contra la descriminalización de la posesión para consumo personal, que fue un tema debatido, no aceptado. Y que no hayamos realizado un balance honesto del plan de acción que nos fijamos en el año 98. Ya tendría que terminar, si encuentro... Ya estamos. También en la fundamentación lamentamos que se continúe la resistencia dogmática a aceptar solo el texto de la reducción de daños y gestión de riesgos que ha salvado tantas vidas y que Joan ha sido muy elocuente. Pero la vida tiene sus satisfacciones, Joan. En marzo del 2022, el año pasado, la representante, la vocera de la Oficina de Drogas del presidente Biden, Regine Labelle, mencionó que Estados Unidos comenzaba a incorporar la reducción de daños para enfrentar la crisis de los opiáceos que desde el 2017 le cuesta 100.000 muertos por año por sobredosis. La anterior UNGAS se hizo bajo la Secretaría General de Kofi Annan, que terminó esa asamblea aprobando un plan de acción absurdo que en 10 años el mundo iba a erradicar todas las plantaciones de hoja de coca, todas las plantaciones de amapola y todas las plantaciones de cannabis. Kofi Annan hizo un brindis por un mundo libre sin drogas. Debo reconocer nuevamente la honestidad intelectual de Kofi Annan, hoy está fallecido, que en abril del 2016, antes de la UNGAS, reconoció su error y publicó un artículo en el Huffington Post que dice por qué, fundamenta por qué es la hora de legalizar las drogas. Se los recomiendo. Hoy tenemos la biblioteca de Google. Ya termino. En Biarritz 2021 me pronunció sobre un enfoque del derecho al placer y la gestión del placer propuesto por una investigadora mexicana, Rebeca Calzada. Hoy vemos que ya hay experiencias importantes en psilocibina y en otros psicofármacos. El control de drogas
no pueden ignorar ni violentar derechos. El derecho al placer es uno de ellos. El derecho a la vida y al goce de nuestro cuerpo, en tanto no atentemos contra terceros, debe ser preservado. La criminalización de la posesión y uso personal de drogas ha sido un ataque violento contra las personas. El enfoque de la guerra a las drogas lanzado en 1972 por el presidente Nixon estuvo al servicio del despliegue geopolítico de bases y personal militar de Estados Unidos en nuestra América Latina. Y ya dije, nos costó 1 millón de muertos. Es la hora de la metamorfosis, del pleno goce de los derechos humanos y de la preservación del desarrollo humano. En todo caso, será la hora de combatir la corrupción, que es la droga adictiva que genera más daño y penetra gravemente la democracia y convivencia. Para decirlo finalmente en una declaración que quedó estampada, vaya paradoja, en una hoja de cáñamo, que en una de sus frases dice: sostenemos como evidentes estas verdades, que los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos está la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. No habla de la felicidad como un derecho, sino el derecho a buscar la felicidad y a su logro, que es un bien social. Muchas gracias. Pardon. Mais j'ai encore un mot à vous dire. Ne partez pas tout de suite. Nous avons, après l'excellent plaidoyer de M. Romani, encore quelques minutes avec Mme Ruth Dreyfus qui va vous parler de la façon dont on a conçu la lucha. Alors, d'accord? D'accord. Bon. D'accord. Non, on avait dit 1 heure. Mais tu retardes toujours, on avait dit 1 heure sur le truc. Voyons Ruth Dreyfus et nous parlerons après. D'accord. Non, si. Non, c'est pas bien. C'est pas la protection de la présidente de la Suisse. Ah oui, voilà. Est-ce qu'on pourrait justement dans ce même, dans la suite de ce que vous venez d'exposer, peut-être parler aussi à ce moment-là de la démarche politique qui vous a permis de convaincre des gens, de prendre l'exemple suisse, et ce que vous nous expliquiez hier, comment les Suisses, on peut être à la pointe du combat de la réduction des risques et du soin toxicomane. On se demande souvent pourquoi la Suisse, qui est un petit pays plutôt conservateur, a réussi pendant 3 décennies à peu près à modifier sa pratique et finalement aussi ses lois sur la politique en matière de drogue. D'abord, il faut dire que c'est un pays conservateur, mais c'est un pays très pragmatique. Et lorsque une crise éclate et que l'on ne sait plus très bien comment y faire face, il y a une disponibilité assez grande dans le public aussi à dire essayons autre chose. Ou à faire confiance à ceux qui leur disent on essaye autre chose. Mais cela va plus loin. La politique suisse est caractérisée par un régime qui fait participer en fait non seulement tous les partis, mais la population dans son ensemble à des décisions majeures ou mineures d'ailleurs. On vote sur beaucoup de choses, c'est notre sport national puisque nous avons l'occasion de voter 4 fois par année sur les sujets les plus divers et parfois les plus complexes. Et donc, il est absolument important de créer les bases pour des décisions qui soient acceptables par la majorité. Et encore une fois, la majorité de la population, in fine,
puisque le Parlement peut prendre une décision, mais il peut le prendre à la raclette, comme on dit, et dans ce cas, il est à peu près certain qu'un référendum sera demandé et qu'en votation populaire, une décision du Parlement prise à la raclette sera rejetée. Donc, il y a une obligation, je dirais, de trouver le consensus. Je préfère d'ailleurs le terme consensus au terme compromis, parce qu'il s'agit vraiment du résultat d'une négociation, du résultat d'une mise en lumière, si vous voulez, des différents intérêts et ensuite de la recherche de quelque chose qui pourrait être acceptable par une large majorité. Dans ce sens-là, il est aussi important de souligner que le gouvernement de la Suisse est un gouvernement de tous les grands partis nationaux, et donc le gouvernement n'est pas, et qu'il est collégial, c'est-à-dire que les décisions sont prises par l'ensemble de ses membres, alors qu'ils viennent d'une droite plus que solide jusqu'à un parti socialiste qui est un des plus, comment dire, un des plus avancés, enfin des plus revendicateurs de toute l'Europe, parce que le parti lui-même a la liberté de demander beaucoup et le membre du parti qui est dans le gouvernement a la tâche de le négocier. Et finalement, le résultat est effectivement ce que vous pouvez appeler un compromis. Parfois, il est boiteux. Et alors, il faut l'accepter et remettre l'ouvrage sur le métier à la prochaine occasion. Cela signifie que l'opinion publique demande à être informée. Et elle demande non seulement à être informée, elle demande disons, d'être convaincue, bien sûr, et d'être convaincue non seulement par des leaders politiques, mais d'être convaincue aussi par des scientifiques. Et c'est dans ce sens-là que la politique drogue en matière de Suisse a été accompagnée vraiment d'un grand nombre d'évaluations de ce que nous mettions en place. Certaines de ces mesures ont été rejetées, comme par exemple l'idée de masser les consommateurs en un lieu pour les atteindre d'un côté, mais pour défendre l'ensemble de la ville par ailleurs et du quartier. Ceci a été, je dirais, une catastrophe qui nous a beaucoup appris, mais à laquelle, au contraire, nous avons trouvé d'autres solutions sans perdre justement le contact qui avait été possible avec les consommateurs rassemblés dans ce qu'on appelait les needle pubs. Donc, pragmatisme et recherche de consensus, c'est deux caractéristiques, plus l'évidence scientifique qui est réclamée lorsqu'on prend une décision. Alors, dans le cas de la politique drogue en Suisse, j'ajouterai un autre point, je l'ai déjà brièvement évoqué, c'est l'urgence sanitaire. À la fin des années 80, la Suisse avait un des plus hauts taux de sida d'Europe et il avait une augmentation massive d'injecteurs d'héroïne. Donc il fallait absolument trouver une solution. Et quand je dis absolument, c'est que c'était une question de vie et de mort. C'est à ce moment-là que la première salle de consommation supervisée a été ouverte à Berne en 1986, et j'insiste sur le fait que Berne est une ville plutôt conservatrice, tranquille, c'est la capitale du pays. Et puis, il y en a eu d'autres, et puis il y a eu, bien sûr, il y avait déjà eu les échanges de seringues, s'y sont ajoutées d'autres mesures, le drug checking, bien sûr, des mesures aussi de prise en charge sociale et psychologique et le fameux traitement de substitution. Nous avions une très longue expérience de la méthadone déjà, je crois que nous étions pionniers en Europe pour les traitements de substitution à la méthadone et nous avons bien dû constater, les médecins nous ont dit et nous les avons écoutés que tous ne pouvaient pas rester vraiment dans un traitement à la méthadone, qu'ils l'abandonnaient, qu'ils n'agissaient pas bien.
Et nous nous sommes alors dit, mais pourquoi, et ça c'est vraiment le grand mérite aussi d'Ambrose Urtenhagen, mais aussi des médecins de terrain comme André Silverstein, d'essayer de donner de l'héroïne médicale. Et ce projet a été suivi pendant 5 ans par une équipe scientifique qui a bien montré que c'était un traitement tout à fait valable. Là aussi, je crois que nous avons fait école dans d'autres pays d'Europe et encore une fois, nous avons la preuve que ça marche bien. Voilà les principales, disons, innovations. Mais encore une fois, ce qui compte, c'est peut-être tout autant que les innovations, c'est la philosophie qui sous-tend tout cela. Et cette philosophie, elle est très simple. Life matters. En d'autres termes, la vie des consommateurs de drogue est importante et nous voulons, dans ce contact de confiance, pouvoir créer une situation où, tout en ayant totalement abandonné l'illusion d'une société sans drogue, qui est une absurdité, nous avons la possibilité d'agir. Alors, malheureusement, je dirais, l'expérience acquise, elle est liée très fortement à l'injection, elle est très fortement liée à l'héroïne. Et puis, il y a des nouvelles substances et il y a des nouveaux modes de consommation et il faut trouver de nouvelles solutions. Nous avons actuellement, malheureusement, une population qui commence à consommer du crack. C'est une population pour laquelle nous n'avons pas encore trouvé toutes les solutions, mais nous allons, par exemple, dans ma ville, ouvrir un local spécial d'accueil pour ces consommateurs parce que actuellement ils perturbent plutôt les services déjà existants pour d'autres consommateurs de drogue. Et nous allons surtout nous occuper d'abord de leur plus grand risque. Leur plus grand risque, c'est de mourir de faim, c'est d'être totalement épuisés parce qu'ils ne dorment plus, c'est d'être déshydratés parce qu'ils ne boivent plus. Et donc là, la première réponse, elle doit être à ce niveau. S'ils continuent à se laisser mourir par dépendance à une drogue extrêmement addictive, extrêmement puissante, extrêmement frustrante, dès que son effet disparaît, d'autres mesures sont nécessaires. Donc, il faut continuer à travailler. Encore une fois, les substances changent, les personnes changent, l'âge des personnes change. Et si je me permets une dernière remarque à ce propos, nous avons un très joli problème actuellement à résoudre. Un gros problème et un très joli problème, c'est les consommateurs d'héroïne des années 80 et des années 90 ont vieilli. Certains vont dans des installations, enfin dans des établissements médico-sociaux, d'autres ne sont plus capables de venir chercher l'héroïne prescrite, et donc d'un côté il faut pouvoir le leur envoyer à la maison, ce que nous avons d'ailleurs dû développer pendant le Covid également, et d'un autre côté il va falloir que dans les institutions médico-sociales l'accès à l'héroïne soit également possible. Quand je dis que c'est un joli problème, c'est que nous ne l'aurions pas si nous n'avions pas agi plus tôt, ces gens seraient morts. Ceux qui restent sont les meilleurs. Alors, maintenant, quand même, je vous libère. Je vous remercie de nous avoir fait courir de la France de façon très complète et des organisations internationales de ces bureaux que personne ne connaît. Et puis, aux États-Unis, madame, aux États-Unis, où la commercialisation m'a personnellement un peu choqué, mais c'est comme ça. Si nous allons vers une ouverture complète de ces substances, commencer par le cannabis bien entendu, il y aura cette commercialisation un peu spectaculaire et il y aura aussi probablement des pays dont l'économie sera comparable aux autres économies. Et c'est un peu moins poétique, mais c'est comme ça qu'il faut aller. Il faut continuer. Ensuite, nous avons eu l'Espagne, et l'Espagne, enfin la Catalogne, et la Catalogne
nous a donné beaucoup d'espoir dans cette pratique quotidienne et cette pratique scientifiquement surveillée. Bravo. Je dirais à mon camarade, l'ancien coprésident, El Compañero Romani, que j'ai été frappé par sa décision très latino-américaine et par toutes les perspectives qu'il nous offre. Merci beaucoup. Alors maintenant, on ne va pas commencer à discuter. Si vous avez des questions à poser, je vous signale que vous pouvez le faire. Pour ceux qui restent, vous pouvez aussi aller boire un coup et peut-être aller déjeuner, je ne sais pas. Mais Jean-Pierre, j'ai fait ce que tu m'as dit. Hein? Eh oui, nous sommes dans les temps. Merci à vous. Ah, voilà une question, comme d'habitude, au même endroit. Oui, allez-y. Bueno, es una pregunta para Joan Colón. Estimado Joan, hace unos años ahí aquí mismo habías comentado pues un tema sobre la heroína oral y deduzco de tu intervención ahora que habéis llevado a cabo ese estudio con un grupo de pacientes. ¿Cuáles son las trabas ahora mismo para llevar a cabo, ya visto que el resultado ha sido positivo, para pues dar ese paso adelante y ya ofrecer a los pacientes que lo requieren o lo necesitan, pues esa posibilidad de heroína oral, creo que era la vía, a diferencia de Suiza y de otros lugares donde es heroína inyectada, medicalizada, pero que aquí pues parece ser que habéis elegido la heroína oral. Entonces, ¿por qué y cuáles son las trabas? Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, en realidad nuestra apuesta inicial, y así lo hicimos en el ensayo clínico de hace algunos años, que compartimos con el doctor Miguel Casas, que debe estar por aquí, comparamos la heroína oral, la morfina oral y la metadona oral, y vimos que efectivamente, desde el punto de vista farmacocinético y farmacodinámico, era perfecto. Nadie identificaba qué sustancia estaba tomando. La idea de que en la calle nos decían ustedes van a tener que dar tantas dosis de heroína que no podrán soportarlo, no es verdad. Al segundo día estabilizábamos la dosis de heroína. Insisto, ni el paciente ni el profesional sabían que estaban tomando. Y por tanto esto resultó correcto. Entonces, desde entonces no hemos parado de trabajar en la idea de continuar trabajando, pero creemos que hay suficiente evidencia. Por tanto, lo que toca ahora hacer es algo más práctico. Entonces, la principal barrera que tenemos es que hoy por hoy, Cataluña no tiene una competencia relacionada con la posibilidad de dispensar heroína oral o intravenosa, es igual. Entonces, necesitamos la aprobación de la Agencia Española del Medicamento, que es la FDA americana, pero en España. Y entonces, en esto estamos trabajando con la Agencia Española del Medicamento para que nos deje probar la posibilidad de tratar, a partir de las experiencias existentes en otros países, creemos que no necesitamos más estudios, para este tipo de pacientes que he intentado identificar aquí, pacientes que reiteradamente fracasan en programas de tratamiento con sustitutivos, sea metadona, sea buprenorfina, pacientes que aún tratándose siguen consumiendo otras sustancias y, por tanto, pacientes que se inyectan metadona. Por tanto, para estos pacientes, y hemos calculado que son un 10% de los que están tomando hoy opiáceos, que son tratamiento con opiáceos, que son alrededor de 700 personas, serían susceptibles. Y esto es lo que hemos enviado a Madrid para trabajar y decir, oye, tenemos potencialmente 700 personas que podrían beneficiarse de lo que más necesitan, que es la heroína, la diacetilacetilmorfina. Y en eso estamos. Gracias. ¿Otra pregunta? No. Ah, sí, por favor. Moi, je pense que le plus grand ennemi, c'est l'ignorance. Et le problème est que l'ignorance, elle est répandue. Vous parlez trop dans le micro, je ne comprends rien. Ah, comme ça va? Oui. C'est mieux. Donc, je dis le plus grand ennemi, c'est l'ignorance. Et comme l'ignorance est partagée entre les politiciens et les électeurs, et que si quelqu'un prend une position qui est en dehors de la rationalité, mais qui fait plaisir aux gens, eh bien, à la veille des élections, on aura toujours des déclarations fracassantes.
bon, je suis belge et donc le principal port de conteneurs du monde, c'est Anvers, et donc il y a des trafics de cocaïne très importants et donc des meurtres. Et donc un homme politique belge a dit mais il faut condamner les consommateurs, c'est eux qui sont responsables des morts. Comme chose stupide, mais ça rapporte des voix. Et si on n'a pas changé l'opinion des gens, quand je vois que parfois des médecins sont dans l'ignorance totale de ce que c'est le traitement des assuétudes, on n'aura rien changé. Voilà. Et des certitudes qui vous sont assénées de temps en temps. Ce que je peux dire, c'est que les choses évoluent. Ce qu'on a entendu ici et la façon dont tous ces documents nous ont été présentés témoignent d'une évolution des mentalités et des positions à travers le monde qui est notable. Alors que maintenant, il y a, ci ou là, en particulier en France, bien entendu, des attitudes rigides, ça ne nous étonne pas. Nous avons passé notre vie à essayer de les modifier, parfois de les attaquer. Et théoriquement, une loi sera proposée dans notre pays. Quand, j'en sais rien, parce qu'il y a beaucoup d'événements et beaucoup de violences et beaucoup de problèmes politiques à travers le monde, vous l'avez remarqué. Bon, donc ce n'est pas très favorable à la discussion d'une loi qui pourtant devait être présentée cette année pour faire évoluer le système de soins et en particulier les positions par rapport aux divers toxiques. J'ai déjà dit à propos du rapport Roch, nous devions entendre Bernard Roch ici, mais il est un peu malade pour le moment. Nous avons considérablement changé les attitudes. Ça sert, bon, enfin, il faut le rappeler, ça ne sert pas à grand-chose, mais tous les sondages en France donnent 70 à 80% de gens qui veulent modifier le système et qui ont une attitude beaucoup plus ouverte par rapport aux différents toxiques, et en particulier par rapport au cannabis. Donc, on ne peut se féliciter, ce n'est pas suffisant, bien sûr, ce n'est pas suffisant. C'est très insuffisant même, mais voilà l'évolution de ce pays. Et quand Ruth Dreyfus disait que la Suisse est un pays conservateur par rapport à la France, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Nous sommes beaucoup plus conservateurs, et pas seulement dans le domaine du cannabis ou dans le domaine des drogues différentes qu'on a présentées. Nous sommes un pays qui a des attitudes politiques, souvent, et en tout cas des attitudes sociales, la France, très conservateur. Alors maintenant, je crois que cet après-midi, Patrick Hébrard est chargé, comme nous le fûmes, M. Romani et moi-même, de la présidence d'une séance. Si vous voulez, on peut en reparler. Moi, je serais très content de vous dire, un par un, mes amis sont là pour témoigner, de tous les obstacles que nous avons affrontés pour finalement tomber dans une indifférence totale. Vous comprenez, à la fin des choses, rien n'a changé en réalité. Alors bon, moi je serais très content d'en parler, mais alors bon appétit, maintenant ça va comme ça, hein. Merci.